tous les journalistes là, y compris les patrons, sont passés par là. Hein. On a tous fait des stages, on a tous galéré et ils se mettent aussi à ta place. Et il y a un gars qui m'interpelle, qui me dit Oh man, what you are doing with the camera? I'm the founder of Netflix. What? C'était le fondateur de Netflix. Bah oui, mais enfin, je rêvais de cinéma, mais c'est juste que j'avais aucun accès. Hein. Je connais personne. Je viens d'une petite ville en Auvergne qui s'appelle Rion. Je conseille aux gens d'être entreprenants et de pas hésiter à faire comme j'ai fait, à aller demander aux gens de les emmener un petit peu de culot et d'audace, tu vois, t'as rien à perdre. À l'ESCP, je m'en souviens, j'arrivais avec ma valise en cours et je me barrais au milieu du cours pour aller partir en junket, en tournage. Je suis au milieu de médias dans les listes. C'est que des médias hyper connus. Je suis entre TF1 et France Inter. Enfin, c'est lunaire. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce 5e épisode de Face aux stagiaires. Avant de commencer, n'hésitez pas à soutenir la chaîne en commentant, vous abonnant et en partageant la vidéo. Et aujourd'hui, je me retrouve avec un invité particulier, un jeune homme, Marco Thiollier. Salut Marco. Salut, tu vas bien? Ça va et toi? Bah ouais, trop content d'être ici. Bah trop bien. On va discuter de ton parcours, de ta chaîne, ton média, On Time, qui parle de l'aspect cinéma. On va revenir sur tes débuts. Également, est-ce que tu peux te présenter? Ouais, bah avec plaisir. Du coup, moi c'est Marco, aujourd'hui j'ai 22 ans. Donc c'est vrai que j'ai créé ce média On Time sur les réseaux sociaux quand j'avais 13 ans. Voilà, je voulais la découverte de personnes qui m'intéressaient, j'étais hyper curieux. Je rêvais de cinéma, mais bon, c'était pas encore le cas. Et aujourd'hui, On Time, c'est devenu un des premiers médias culture sur les réseaux qui cumule 400 000 abonnés et 35 millions de vues par mois. Et tu as une première question que tu poses à chaque fois à tes invités. Ouais. Moi, j'ai 22 ans. Est-ce que tu te souviens de ce que tu faisais à 22 ans? Je vais te poser la question. Cette année, qu'est-ce que tu as fait à 22 ans? Ah, c'est une bonne question. Cette année, c'était une année hyper importante puisque c'était ma dernière année d'études. Donc en fait, j'avais d'abord fait une école de journalisme à Cannes et là, c'était donc mon master en management des médias à l'ESCP, à l'école de commerce. Donc, et après, donc, j'ai fini là par mon stage de fin d'études que j'ai fini il y a 10 jours. Ok. Je l'ai fait à C'est à vous, à la télé. Génial. Et donc, tout en gérant mon média en parallèle tous les jours. Donc c'est vrai que c'était une année très, très, très dense. Voilà, heureusement, je suis un peu jeune pour tenir un peu cette cadence. En vrai, j'aurais eu 35 ans, je pense pas que j'aurais tenu. Ça, on va y revenir sur ce rythme de travail et tout. Toi, t'étais quel genre d'élève lorsque t'étais à l'école, lorsque t'étais plus jeune? J'étais quelqu'un de très, je me souviens, très à l'aise à l'oral, c'est-à-dire que les poésies, j'avais toujours 20 sur 20. Ah ouais. Et limite, c'était très théâtral, tu vois, c'est-à-dire que je connaissais par cœur et je faisais du théâtre et en même temps de la poésie. Et du coup, parfois, je me servais des exposés pour avoir des bonnes notes, pour combler un peu le reste qui parfois pouvait être cata. Je me souviens qu'en maths, au lycée, tu vois, j'ai eu 2,5, tu vois, par exemple. Ah ouais. Plus Ah là, la tête de désespéré que t'as fait. Ah ouais. Non, mais je suis tout aussi nul, hein. Franchement, en maths, je fais genre fake it until you make it, hein. Franchement, j'ai jamais été très très bon. Et au collège, voilà, tu te lances à 13 ans, 14 ans, ça s'appelait pas On Time, c'était Shotio. Ouais, c'est ça. C'était Shotio, et tu faisais pas que du cinéma. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ces débuts-là? Pourquoi t'as lancé cette chaîne? Bah oui, mais enfin, je rêvais de cinéma, mais c'est juste que j'avais aucun accès. Hein. Je connais personne. Je viens d'une petite ville en Auvergne qui s'appelle Rion. De 15 000 habitants. Donc en fait, moi j'avais cette idée de créer mon média, donc je créais ma chaîne YouTube, mais mes premiers invités, il y a même pas Insta à l'époque, donc je peux pas compter sur ça. Donc c'est des amis de mes parents, il y en a ils sont agents immobiliers, il y en a un c'est mon père qui est mon premier invité qui est entrepreneur, il y en a un c'est agriculteur, enfin tu vois, c'est vraiment des profils de gens que je peux avoir, qui acceptent juste, tu vois. Ça commence comme ça en vrai. Mais au moins moi je kiffe, c'est-à-dire que j'apprends plein de choses, je fais mon petit JT, il fait 300 vues mais je m'en fous parce que c'est que des retours positifs, donc parce que tu faisais des journaux télévisés pour ressembler, enfin en tout cas tu avais un modèle, c'était Laurent Delahousse. Ouais, voilà. Ouais. Donc et tu te donnais cette discipline de poster un JT tous les 15 du mois. Pourquoi tu t'es imposé cette discipline à ce moment-là? Exactement, parce qu'en fait, sinon je me suis dit que je vais devenir trop souple. C'est-à-dire que si je me dis, oh, cette période j'ai beaucoup de travail, finalement je vais pas le faire. En fait, après, du coup, tu deviens hyper souple et tu peux arrêter plus facilement. De se dire, oh, bah là, je suis en vacances, je vais pas le faire. Et en fait, ça devient pas quelque chose de sérieux. Moi, je voulais que ce soit mon petit bébé, que je garde et l'emmener loin. C'est-à-dire que je me voyais déjà ne jamais l'arrêter. C'est-à-dire que j'étais devenu accro. Je pensais à ça matin, midi, soir. Ça me prenait un temps fou. À l'époque, surtout les montages sur iMovie, etc., ça prenait un temps fou. Et donc, en fait, je vivais pour ça déjà, tu vois. Déjà, à ce moment-là, tu avais cette discipline, ce cadre. Enfin, d'où ça vient? Est-ce que tes amis au collège faisaient aussi des vidéos sur YouTube? Enfin...
Ouais, pas du tout, mais en revanche, moi, il me fallait quelque chose qui me stimule. C'est-à-dire que je suis pas un fan de sport non plus. J'allais faire du tennis ou du handball 1 heure dans la semaine, mais tu vois, c'était pas assez. Il me fallait un projet qui me stimule quand je rentre chez moi. Moi, c'était pas le foot, contrairement aux autres gars. Donc du coup, bah, et en plus, je suis dans une ville où il se passait pas grand-chose. Donc en fait, il fallait trouver une occupation. Et ça, pour le coup, c'était une vraie occupation qui me stimulait à fond. Et en troisième, tu réalises un stage Ouais, à France 3. ouais, t'es Donc bien c'est renseigné. donc c'est le premier stage dans l'univers télé que tu fais? Ouais, complètement. C'est le premier stage, donc c'était 1 semaine, tu vois? Et donc là, on était de l'ordre un peu du fantasme de la télé, des plateaux JT, donc C'était régional? ouais, c'était Ouais. régional complètement en Auvergne et donc ça te permet de voir un petit peu tous les coulisses, d'avoir les yeux un petit peu, tu vois? Et c'est d'ailleurs ce genre de stage qui m'a renforcé, dans l'idée que je voulais faire du journalisme, que je voulais faire une école de journalisme. Donc en fait, à partir de ce moment-là, je me suis fixé dans la tête que je voulais être journaliste et rien d'autre. OK. Donc là, tu finis ta troisième, tu pars au lycée, tu fais quoi comme bac? J'ai fait un bac, donc tu sais, c'est avec les spé là, c'était la première année, donc spécialité géopolitique, économie, et donc voilà, non, franchement, j'ai passé de très belles années au lycée, et j'ai mon bac mention bien. Trop bien. Mais pendant ces années lycée, tu as réalisé aussi des stages? Ouais, ouais. Tu as réalisé combien de stages? Lesquels? Et dis-moi Alors tout. nous, enfin, à part le stage de troisième qui était obligatoire, après il y en avait pas qui était obligatoire, mais j'en ai quand même fait un à la TLM, en fait, c'était la télé à Lyon, Télévision Lyon Métropole. Donc pareil, en fait, c'est des stages qui sont pas obligatoires, mais moi je les faisais pendant l'été parce que bah, je voulais aller sur le terrain, tu vois, je voulais voir comment ça se passe. Et donc j'accompagnais, j'insistais. Là, avec du recul, là, tu vois, j'ai un peu un choc mental où je me souviens, avec du recul, c'était en fait des missions, mais pourquoi tu me donnes ça à faire? Je devais écouter toutes les autres radios de la ville de Lyon et noter tous les annonceurs des pubs Ah et ouais, les noter. Et moi, le pire, c'est que je prenais du plaisir. Et en fait, avec du recul, je me dis juste qu'ils avaient besoin de contacter ces annonceurs pour mettre de la pub sur leur télé. Mais en fait, c'est hyper ingrat, quoi, c'est comme hyper tâche. ingrat Et comme. en fait, je faisais ça tout le temps, avec du recul. Et moi, c'est moi qui forçais les journalistes à leur demander si je pouvais venir faire ce reportage avec eux, juste les accompagner, tu vois, un petit peu comme ça. Et qu'est-ce que tu penses de. Bah, bon, c'est une question un peu rhétorique, mais cette condition de stagiaire où on les cantonne qu'à des tâches ingrates et tout, Mm. enfin. En stage de troisième aussi, tu disais que parfois tu servais le café, Ouais. donc enfin c'est. Ouais, après, enfin, dans le sens, c'est déjà très sympa la partie d'entreprise de prendre quand t'es en troisième ou en seconde 1 semaine. Hmm. Sachant que moi-même sur mon média, je prends des stagiaires, mais je prends pas 1 semaine pour être honnête, parce qu'en fait, t'as pas le temps de les former et il faut être là pour eux. Tout le temps, il faut les encadrer, tu sais. Et donc, en fait, ça demande de l'investissement en temps. Et donc, c'est déjà cool qu'ils acceptent que tu découvres la rédaction, tu vois un petit peu comment ça marche, tu vas parler aux journalistes. Même si faut faire des tâches ingrates, c'est normal qu'on va Ouais, pas bien te sûr. demander de présenter le JT, tu vois, en vrai. Donc, en fait, tu peux pas te plaindre. T'es là pour 1 semaine, certes, c'est pas tâche ingrate, mais ça dure 5 jours, quoi, tu vois, c'est pas la mort. Moi, je préfère faire ce genre de stage-là et découvrir un milieu totalement nouveau même si c'est pour pas faire des tâches passionnantes. En revanche, je conseille aux gens d'être entreprenants et de pas hésiter à faire comme j'ai fait, à les demander aux gens de les emmener, tu vois, un petit peu de culot et d'audace, tu vois, t'as rien à perdre. Et à Lyon, tu as réalisé un stage de combien de temps? 1 semaine, pareil. Une semaine pareil? OK. Ouais, 1 semaine, C'était c'est des en petits fait. stages, Ouais, c'est ça, dans le cadre du lycée, tu sais, t'as pas de stage normalement, en fait. T'as pas de stage. Et après, les longs stages, je les ai commencés à partir de mes années d'études. OK. Donc ça a été le seul stage, que tu as fait, au lycée, c'est Ouais, ça? c'est ça. Stage de troisième et télévision et Lyon Métropole. OK. Et ensuite après le bac, tu pars, dans une école, une des 14 écoles reconnues par l'État Ouais, à Cannes. exactement. Hem, Comment tu abordes ces années d'études d'école de journalisme? Bah, Déjà, il y a une j'étais. préparation? Il y a une préparation pour, Bah alors, en fait, c'est pour ça, c'était sur Parcoursup. Il y en a que 2 reconnus après le bac, donc une à Lannion, une à Cannes. Moi, sur mes, je crois que tu peux faire une dizaine de vœux sur Parcoursup, quelque chose comme ça. J'avais été refusé à tous, de toute façon. J'avais postulé à Lille, à Sciences Po, à plein de. J'avais fait même une prépa Sciences Po et tout ça, mais j'ai été recalé de partout. Sauf à Cannes. Donc, heureusement, déjà, il y a eu Cannes. Et finalement, c'était les 3 meilleures années de ma vie, hein, parce que honnêtement, parfois j'avais des remises en question parce que le journalisme, en vrai, c'est un milieu avec du recul qui est pas facile du tout, qui est précaire, qui est parfois ingrat. Et le fait d'être à Cannes, la ville de Cannes, ça a tout changé parce que déjà t'as le soleil tout le temps, il y a plein d'événements toute l'année, c'est hyper dynamique. Et donc moi, je suis tombé amoureux de cette ville à ce moment-là. moi je m'y connais pas trop, à part le festival de Cannes du coup, Ouais, à Cannes, est-ce qu'il y a d'autres ouais, événements, plein. ouais? T'as Cannes Série en avril, Ah donc oui. le festival des séries.
T'as le MIP TV qui est un énorme festival, mais plutôt B2B de toute la production mutuelle. T'as le Middem pour la communication. T'as aussi l'Energy Music Award. T'as Ninja Warrior. T'as plein de trucs B2B toute l'année. Un festival de l'IA, festival de l'immobilier, tout le temps. Et moi, je me souviens que je demandais des accrèdes vraiment juste pour aller dans ces milieux-là, côtoyer des gens un petit peu influents, boire des coupettes de champagne et du caviar. Enfin, faut profiter de Cannes aussi en vrai quand t'es étudiant, tu vois. Et comment tu t'abordais déjà à ce moment-là? Parce que ta chaîne s'appelait encore Shotio à ce moment-là, dès que tu as commencé tes études. Ouais, quand j'ai commencé, ça s'appelait toujours Shotio. Comment t'abordais un peu tes études en parallèle de ce média-là? Parce que t'avais quand même une certaine rigueur à ce moment-là, il y avait une fréquence assez soutenue. Comment tu faisais? Aller-retour, Cannes-Paris, c'était pas du tout pratique en plus, pas du tout bien relié. Mais du coup, je me déplaçais que le temps d'un week-end. Et en fait, quand t'es là que le week-end, parce que du coup, la semaine, j'étais à l'école, c'est pas facile, tu vois, de trouver des invités qui sont disponibles le week-end, encore plus dans le cinéma. En général, ils sont juste là pour être avec leur famille, tu vois, le week-end, les gens. Donc très compliqué. Donc du coup, j'envoie énormément de demandes, beaucoup de refus, mais il y a des gens qui acceptent. Donc quand je suis sur Paris, parfois, je me souviens, j'enchaînais 6-7 interviews en un week-end. Wow. Pour que j'ai du stock. Parce qu'en fait, ça coûte cher quand tu prends des billets à Cannes-Paris, tu vois, donc tu peux pas y aller toutes les 2 semaines. Et donc, du coup, j'en enregistrais au maximum. C'est des invités stylés. Je me souviens, je m'inspirais beaucoup des invités de Guillaume Play, par exemple, sur le QG à l'époque. Tu vois, Aton du GIGN, un astronaute, un mec en cybersécurité, tu vois, ce genre de personnes-là. Et parfois, c'est l'avantage d'être à Cannes, c'est qu'il y avait ce genre de festival où au culot, moi j'allais demander des interviews et j'ai pu faire des gens stylés en vrai à ce moment-là à Cannes directement. Et est-ce qu'il y a une anecdote qui t'a marqué, que tu aimerais nous partager par rapport à ça, par rapport au festival de Cannes? Oui, c'est vrai que tu fais des rencontres improbables. Par exemple, à un festival de Cannes, j'arrive, c'était une soirée Forbes sur laquelle je m'étais un petit peu incrusté. Et moi je suis avec ma caméra, dans l'optique de trouver des petites personnes à interviewer à la soirée. Et il y a un gars qui m'interpelle, qui me dit Oh man, what you are doing with the camera? Je lui dis I'm a little journalist, and you? Il me dit Well, I'm the founder of Netflix. What? C'était le fondateur de Netflix. Je lui dis What? Can you repeat? Et donc après, on allait se caler, on allait faire une interview de 5 minutes avec le fondateur de Netflix. Mais c'est qui? C'est Red Hastings, le fondateur de J'ai Netflix. fait mon... Voilà, petit aparté, j'ai fait mon mémoire sur ça, en parlant de Netflix et tout. Purée, c'est incroyable. Donc tu vois, c'est le genre de rencontre complètement improbable à Cannes que tu peux faire. Mais incroyable. C'est trop bien. Marrant. Et du coup, pendant ces années d'études, t'as réalisé aussi des stages? Ouais, un chaque année obligatoire. Okay. Le premier, j'en souviens, il était obligatoire de le faire en ce qu'on appelle en PQR, presse quotidienne régionale. Donc presse écrite, moi, c'était pas ce qui me passionnait. Mais je l'ai fait à Monaco Matin, donc c'est rattaché à Nice Matin, et donc à Monaco, puisqu'il n'y avait plus de place à Cannes. Et finalement, c'est le meilleur stage, le meilleur plan possible. Je tombais pendant le Grand Prix, donc j'avais mon accréditation pour le Grand Prix, j'étais dans les paddocks, faire des interviews avec Elon Musk, Jacob Elordi, tous les pilotes de F1 que je connaissais pas, moi je connaissais rien. Et après, les gens étaient comme des fous quand et dans les paddocks, genre c'est une fois dans ta vie que tu peux vivre le GP depuis les paddocks, tu vois. Incroyable. Et là, tu réalisais des interviews où tu étais accompagné de journalistes du coup de ce média-là? Beaucoup tout seul, parce qu'en fait, la presse écrite, ça fonctionne, tu sais, il faut faire ton papier dans la journée, tu sais, l'écrire. Donc en fait, j'étais vachement en autonomie. J'allais faire vraiment, pour le coup, effectivement, comme tu dis, premier stage où j'ai vraiment des grosses responsabilités. Mes articles qui, tous les matins, paraissent dans le journal. Ouais. Dont un truc trop cool, avec GMK dans sa voiture. Je l'ai embarqué et j'en ai profité pour filmer pour ma chaîne en même temps. C'est-à-dire que j'ai dit que c'était pour Monaco Matin, ce qui est vrai, c'est paru aussi dans le journal. Et en même temps, je lui ai demandé qu'on fasse ce soit publié en vidéo sur ma chaîne. Incroyable. Et par exemple, pour ce Grand Prix, comment tu te prépares parce que je sais pas si t'es un passionné de Formule 1 ou si t'avais des connaissances, comment tu faisais pour te préparer justement à ça? L'avantage, c'est que dans la rédaction, c'est le moment qu'ils attendent toute l'année. Donc tous les journalistes te briefent exactement sur ce qu'ils doivent faire. Quand tu côtoies un milieu comme ça, très fermé comme le Grand Prix, il faut faire attention à l'image du média, etc. Donc tu vois, il fallait que je fasse attention. Et on te briefe exactement sur l'angle de ton sujet que tu dois faire. Ah ouais. Ouais, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit hyper anglais. Tu vas pas juste couvrir le Grand Prix de Monaco. Oui, chacun a son papier. Moi, c'était en mode repérer tous les people qui allaient être là. Pourquoi ils viennent voir le Grand Prix Monaco, pourquoi il y a des influenceurs qui sont invités au GP de Monaco. Tu vois, c'était plus ça, mon angle, plutôt que le côté purement sportif qui, là, allait être réservé à quelqu'un de la rédaction. Spécialiste de ça, tu vois. Ok, donc ça, c'était un stage de combien de temps? Ça, c'était un stage de 2 mois. Un stage de 2 mois qu'on devait faire première année, ça, du coup. C'est formateur.
Hyper formateur. Et deuxième année, c'était en quelle année d'ailleurs tout ça? Donc du coup, c'était ma première année d'école de journalisme à Cannes, donc je devais avoir 19 ans. Ok. J'ai 19 ans. Première année. Et deuxième année, c'est pareil, Shotio, c'est resté Shotio? Alors, deuxième année. En 2022, mais... Ouais, je pense que c'est par là que ça change. Ok. Je pense que c'est la deuxième année qu'on change de nom. On se dit avec mes parents, il faudrait peut-être changer de nom. Enfin, Son papa. ouais. Parce en qu'en fait, on vacances. se dit Chotio, c'est THIO, parce que je m'appelle Marco Thiolier, sauf que les gens, en fait, Chotio, ils savent pas comment écrire. Quand t'as un média, c'est bien que quand tu dises, et les gens, ils cherchent et ils trouvent direct. Et On Time, ce qui est bien, c'est que même les Américains, tu vois, ils pouvaient trouver. Ah, c'est passé sur Runtime et ça t'a permis d'avoir une certaine crédibilité, enfin ce Ouais. nom-là en tout cas, parce que tu l'avais, mais auprès des attachés de presse, avec ce nom-là, etc. Ouais, mais t'as raison, je pense que ça marquait une rupture, parce que je l'avais pas trop, en vrai. Je suis pas sûr de l'avoir à ce moment-là avec Chotio, la crédibilité. Effectivement, ça fait un peu youtubeur, pas très crédible, en plus sur TikTok, mal vu à l'époque. Le fait qu'à ce moment-là, je change de nom, que TikTok commence à être très présent de partout, ce soit pas juste des danses, ce soit maintenant du vrai contenu, qu'il y a Insta qui lance les Reels, etc., que les acteurs commencent à eux-mêmes être sur les réseaux, tout ça fait que, tu vois, ça arrive au bon moment. Ouais. Et donc cette deuxième année, tu réalises un autre stage. Ouais. Ça, Et c'est- là, tu peux choisir où tu veux. Ah, t'avais pas le choix en première année? Ah non, PQR. Ah oui, Donc, oui, en d'accord. mode, Oui, ouais. moi, du coup, j'étais obligé de faire en presse écrite, Ouais, c'était pas ok. ce qui... Là, deuxième année, tu choisis. Ok. Moi, ce qui me faisait rêver, c'était Brut. J'envoie des messages sur LinkedIn à tous les gens de Brut. Il y en a une qui me répond, je fais un entretien, et je m'en souviens, je postule en août, donc avant que l'année scolaire commence. En octobre, j'étais pris. J'aurais postulé en décembre, j'aurais pas été pris. Wow. Ils m'ont dit qu'ils recevaient environ 5000 candidatures chaque année pour 2 places. Donc autant dire que je me suis pris dans les tout... Enfin, peut-être j'étais sûrement le premier. Et donc ce qui fait qu'ils m'ont pris. Et j'ai pas été pris à l'édito pur, donc au journalisme pur, mais ce qu'on appelle au brand content. Donc en fait, c'est les reportages sponsorisés de Brut. Trop intéressant pour mon média parce que j'étais dans une phase où j'ai envie un peu de connaître le modèle économique, comment ça marche. Et là, je suis au cœur de ça. Comment tu penses un contenu qui ressemble complètement au contenu brut, mais qui est financé par une marque, qui est financé par Louis Vuitton, qui est financé par Uber Eats ou quoi. Donc trop intéressant. 2 mois, pareil, à Paris. Donc ça, c'est trop cool. Ça me permet aussi de, moi, faire plus d'interviews à Paris. Super. Et t'as un moment marquant de ce stage? Ouais, par exemple, je me souviens que on m'a tout de suite envoyé des responsabilités. Par exemple, ce que j'ai préféré faire, c'était pour Louis Vuitton. On m'a confié le brief de Louis Vuitton, genre lunaire, pour mettre en avant la nouvelle expo. Et donc, je suis allé à la fondation Louis Vuitton. J'avais la fondation que pour moi, vraiment tout seul, avec une dame du musée qui me montrait des tableaux. Et moi, j'étais comme ça, tu vois, assez lunaire. Aussi, je me suis occupé de reportages pour Uber Eats, où il fallait découvrir les clubs de foot et leur délivrer gratuitement tous les lots de maillots pour leur saison. Avec Uber Eats qui était sponsor de leur équipe, donc pour eux c'était génial, c'est des petits clubs, tu vois, Ouais. inconnus, et donc tu les suis le temps d'un match à l'autre bout de la France. Extraordinaire. C'est le genre de truc quand t'es stagiaire de 2 mois, enfin normalement ils font pas ça, ils m'ont dit mais le fait que grâce à On Time je maîtrisais les codes des réseaux, ils me faisaient confiance, ils se sont dit bon allez, et donc du coup j'ai pu là pour le coup tu vois faire un vrai stage. Et aujourd'hui alors je suis toujours en contact avec ces gens de Brut parce que tu crées des liens, c'est que des jeunes. Ils ont tous la vingtaine et tout, donc c'est super comme ambiance. Donc toi, à ce moment-là, tu continues encore ton on time. Comment ça se passe aussi cette deuxième année? Est-ce que tu arrives toujours à gérer Est-ce qu'il y a eu des moments un peu plus compliqués? Ouais, bah en fait, ce qui est compliqué, c'est que parfois, tu as des périodes de partiel, tu as des périodes plus intenses, des périodes plus personnelles qui sont plus compliquées. Et bah, tu vois, c'est pas facile, mais je me tenais à mon rythme. Et en fait, c'est devenu tellement déjà partie de ma vie, parce qu'à ce moment-là, ça fait déjà 4 ans ou 5 ans que j'ai mon média. Et j'ai jamais arrêté une seule semaine. Donc en fait, ça fait partie de moi, donc c'est impossible de l'arrêter. Et en fait, c'est même tellement impossible, tellement c'est ce qui me rend heureux au quotidien. C'est-à-dire que si je suis pas heureux, c'est pas pour autant, du coup, je vais me dire, ah, je m'impose le média. Bah, au contraire, c'est grâce à ces interviews qui vont me rebooster, qui vont me redonner de l'énergie. Ça te passionne? C'est ça. À ce moment-là, je publie pas du tout tous les jours. J'augmente petit à petit la fréquence parce que je commence à avoir un petit peu de stock. Et quand je fais mon stage à Brut, du coup, je peux en enregistrer plus. Mais bon, ça reste un rythme qui est compliqué parce que tu fais tous les montages, tu vois. Donc, voilà. Et on y reviendra tout à l'heure parce que tu me dis que tu avais une équipe maintenant, etc. Mais à ce moment-là, tu étais tout seul, c'est ça? Ouais. Mais jusqu'il y a encore 3 semaines, j'étais tout seul en vrai. Ok. Ouais. Ah Ça ouais, s'est décanté hyper récemment. Et donc tu finis ce stage-là, ça se passe hyper bien du coup. Et troisième année, tu réalises encore un autre stage. Ouais. Pareil, il faut le choisir. Moi, je veux dire,
Est-ce que je revais dans un truc dans le digital? Est-ce que je repostule à Brut tellement j'ai aimé? Ou est-ce que je vais voir quelque chose de nouveau? Je me dis, c'est le dernier stage de ma vie potentiellement dans le journalisme. Autant le faire dans une entreprise qui me fait rêver, la télé, pour le kiff. Et donc, je postule à 50 Minutes Inside. Moi, c'est parfait parce que tu sais, c'est le côté un peu people, star Ouais, ouais, et ouais. en même temps télé, Ouais. enquête et tout. Pareil, je postule hyper longtemps à l'avance. Ils me prennent. Et t'as postulé comment? Sur LinkedIn, pareil. Ok. Toujours sur LinkedIn, en demandant à des gens qui travaillent là-bas, est-ce que je pourrais faire un entretien. Je passe l'entretien, ils me préviennent que voilà, c'est beaucoup d'enquêtes, que je vais pas aller faire des reportages, moi, à l'autre bout du monde, en Martinique ou à New York, mais j'en suis conscient. Mais moi, je veux juste apprendre, être immergé dans ce milieu de la télé. Et donc, j'y vais, elle éclate, et j'ai même réussi à négocier pour aller faire le reportage au Festival de Cannes avec une journaliste de 50 Inside qui s'appelle Sarah Mourouni, que j'embrasse. Et donc, bah voilà, immergé pendant le Festival de Cannes Wow. avec 50 Minutes Inside et mon média, du coup. C'est-à-dire que je faisais les deux en vrai. Et donc, est-ce que tu peux nous raconter un peu ta journée type dans ce stage-là? Comment ça se passait? En fait, il y a la plupart du reste de mon stage, j'ai ce qu'on appelle de l'enquête. J'étais à Paris, fallait enquêter, préparer ces reportages à l'autre bout du monde ou à Cannes qui prennent énormément de temps. Contacter tous les intervenants que tu vas faire, faire des pré-interviews avec eux, caler avec les hôtels pour où tu vas faire les interviews, à quelle heure. Tu sais, c'est énormément d'organisation pour tout, quand tu sois là-bas, soit millimétré et t'enchaînes les tournages, tu vois, minuté. Pas d'imprévu. Et sur place, à Cannes, évidemment, là, c'est un autre niveau. C'est-à-dire qu'à la fois, je faisais les reportages pour 50 Inside, et après, moi, j'allais faire une interview pour mon média, puis j'allais voir un film, puis j'allais faire les montages pour mon média, puis je retournais à 50 Inside, puis j'allais en soirée, etc. Enfin, tu vois, c'est la course, c'est pas possible. Voilà, il faut se reposer Ouais. aussi, hein. Ouais. Ça, hyper intéressant. Et pendant ce stage-là, ils savaient que tu avais un média en parallèle. Ouais, bah, ils pouvaient pas le rater, en vrai. Ils pouvaient Ouais. pas le rater. Après, oui, ils voulaient pas que ça prenne le dessus, mais ça, c'était quelque chose que je me suis imposé comme règle. Tous mes stages, jamais, quand j'étais au stage, je faisais mon truc on time. Toujours, je respectais mes horaires. Et quitte à, après, moi, continuer jusqu'à 2h du matin mes trucs. Voilà, mais quand je suis au stage, je suis au stage. Ok. Tu vois. Et après ce stage-là, est-ce que tu voulais continuer? Parce que tu as continué avec un master à l'ESCP. Ouais, exactement. Mais est-ce que tu voulais arrêter parce que je sais que ton père, toi, tu pensais à ce côté passion, Ouais, voilà. Mais ouais. lui, il pensait aussi au côté business, Ouais. etc., qui est aussi hyper important Bah, pour ouais. assurer la pérennité de ton média. Comment se passe un peu cette transition? Bah oui, surtout que du coup, je termine peut-être mon stage à Second en juin. Et après, j'étais pris en CDD d'été au JT de TF1, à la matinale de TF1. Donc, c'est 2 mois de CDD à la matinale où tu commences à 3h du matin et tu finis à 10h. Pas très bonne expérience pour moi parce que le rythme n'était pas possible pour moi. J'étais crevé. Et en fait, je faisais 3h, 10h à TF1. Et après, moi, la journée, je faisais on time. Et donc, sauf que j'arrivais pas à dormir, moi, avant 23h. Donc, je dormais 3 heures par nuit. Waouh. J'ai perdu 7 kilos en un mois, autant dire que c'était complètement cata. Et même l'actualité du JT, l'actualité chaude, c'est pas mon truc. C'est là que je me suis rendu compte que je voulais être sur mon média. Ce qui me plaisait, c'était la culture, c'était ça, tu vois. Je te sentais un peu dépassé à ce moment-là. Ouais, je me dis, c'est pas un truc pour moi. Trop de pression, trop d'exigences et tout. Donc, pas pour moi. Et effectivement, après, master à l'EFCP, parce qu'il faut combiner le côté média que j'aime bien, mais le business, tu vois. Moi, je connais rien à ce moment-là. Comment on gère un média, comment on manage, c'est quoi les opportunités économiques. Donc, je fais ce master-là. C'était quoi le nom du média? Du master, Ouais, du master, ça pardon. s'appelle Master Média, Management des médias, à l'ESCP. Ok. Ce qui est cool, c'est que c'est en un an, tu vas les 2 ans de master. Donc, tu vois, c'est en accéléré. J'ai un très bon souvenir de ce master. Tous nos profs, c'était le directeur de TF1, le patron d'Arte, la patronne de YouTube. Enfin, tu vois, nos profs, Ah ouais. genre extra, tu vois, plus-value de dingue. Pour faire un réseau aussi. Réseau de fou. Les patronnes de Webedia aussi, Michel Benzino qui est notre prof. Enfin, tu vois, c'est hyper bien pour le réseau. Et pareil, bah là, mon stage de fin d'études de l'ESCP que j'ai fini là il y a 2 semaines à C'est à vous, au digital de C'est à vous. Pareil, moi je voulais faire le stage dans ma propre boîte à ce moment-là. Bah ouais, il fallait chercher en interview tous les jours. À l'ESCP, je m'en souviens, tous les jours, j'arrivais avec ma valise en cours et je me barrais au milieu du cours pour aller partir en junket, en tournage. C'était un rythme qui n'était pas possible, il fallait que je sois à temps plein. C'était pas possible. Donc j'ai dû trouver un stage. J'étais complètement transparent avec mon maître de stage. Voilà, il savait que j'ai mon média. On a établi un contrat de 6 heures par jour au lieu de 8 heures. Et un contrat où je peux partir quand je veux, quand j'ai un tournage, tant que je fais mes heures.
Donc si j'ai un tournage à 15h, que j'arrive à 10h, bon bah après je reviens après le tournage, quitte à ce que je rentre chez moi à 22h. Donc je fais mes heures. C'est toujours pareil. Ok. Mais donc c'était souple. Donc ce qui était cool, c'est que je pouvais continuer là à faire les deux pendant 6 mois. Waouh. Stage de 6 mois. Ouais. Et là, tu faisais quoi exactement chez C'est à vous? Bah, ils m'ont pris pour développer un nouveau pôle, donc trop cool. Mais c'est eux qui sont venus vers toi? Ouais. Ok. Intéressant. Donc trop cool. Parce qu'en fait, c'est pour développer ce qu'on appelle les formats natifs pour l'émission. Ce qu'ils faisaient jusque-là, c'est juste des extraits des replays, c'est à vous, ça marchait très bien. Mais ils voulaient maintenant faire des contenus pour les réseaux de l'émission. Donc moi, je suis occupé d'aller dans les loges ou en sortie de plateau avec les stars, faire des petits jeux avec eux, ou avec les chefs aussi. Chaque semaine, à C'est à vous, il y a un chef qui cuisine pour les invités, faire une recette avec eux, tu vois. Vraiment que pour les réseaux, pour travailler l'image de marque de C'est à vous sur les réseaux. Et trop content de ce qu'on a mis en place. Et chez C'est à vous, il y a des invités aussi cinéma Ouais, que bien tu as sûr. aussi interviewé Ouais. à travers ton média On Time. Est-ce que tu peux nous raconter une petite anecdote par rapport à ça? Est-ce qu'il y en a qui étaient choqués de te voir en tant que stagiaire? Ouais, c'était marrant. Bah, la plupart, ouais, mais qu'est-ce que tu fous là et tout, tu présentes l'émission. Non, non, je suis en stage. Comment ça, t'es en stage? Tu sais, la plupart, ils savent pas que je suis en stage. Ils me suivent sur les réseaux, ils me voient tous les jours. Et je me souviens, ouais, à un moment donné, bah, du coup, dans la loge, il y a José Garcia qui fait Oh, comment tu vas et tout. Moi, je me retourne, tu sais, je me dis personne, c'était moi. Il me dit comment tu vas et tout, parce que moi, je savais pas qu'il me connaissait, on a déjà fait une interview ensemble, mais il me dit mais viens, on va parler dans la loge et tout, qu'est-ce que tu fous là et tout. Et donc tu sais, c'est le genre d'invité, tu sais, à chaque fois c'est surprenant parce que tu les retrouves effectivement, la journée t'es avec eux en interview et après ils te voient, c'est à vous le soir. C'est assez lunaire, mais c'est un petit milieu effectivement, donc tu les retrouves tous. Et j'ai un peu survolé ce passage de Shotio à On Time et que voilà, ça s'est fait assez facilement, mais Non, t'as quand même galéré, surtout pour les junkets. Est-ce que tu peux nous rappeler un peu ce qu'est une junket ouais. et aussi les étapes par lesquelles t'es passé pour ça, quoi? Ouais, bah Junket, en gros, c'est les acteurs qui font leur journée presse, leur journée d'interview, la même journée, dans un hôtel réservé par le distributeur du film. Donc, ils sont là à 9h et ils repartent à 18h ou 19h. Ils enchaînent tous les médias, une dizaine de médias, toutes les 15 minutes. Ça change de médias. Donc, en mode, c'est éprouvant pour eux. Et pour nous, les journalistes, bah, il faut se démarquer. Il faut poser des questions un petit peu différentes, tu vois, si tu veux pas qu'ils soient saoulés. Pour arriver dans ce milieu, ça a été compliqué parce que c'est un milieu très fermé. Moi, là, je suis au milieu de médias dans les listes. C'est que des médias hyper connus. Je suis entre TF1 et France Inter. Enfin, c'est lunaire. Les premières, j'en vois tous les jours. Hein. On me dit non. Jusqu'à qu'à un moment donné, il se reconnaîtra, Jérôme, qui me dit Fabrice Lucchini, là, c'est mort, par contre. On peut te donner l'actrice secondaire, si tu veux. Elle s'appelle Mara Taquin, du film. Si ça t'intéresse, bah, moi, je dis bah, grave. Enfin, pourquoi pas? Tu me proposes d'interviewer d'une actrice. Le film est bien en plus. Donc, je suis sur place. Et donc là, je vois comment ça se passe, les junkets. Et surtout, je rencontre les attachés de presse. C'est-à-dire que tu as 3 attachés de presse qui gèrent tout le monde. Tous les films qui sortent, il n'y a que 3 personnes en vrai. Ah ouais? C'est hyper fermé ce milieu. Donc, une fois que tu les as de ton côté, qui voient que tu fais du bon travail, qui voient que les acteurs ont pas ce moment, qui voient que ça marche bien sur les réseaux, et bah après, c'est tout de suite plus facile. Petit à petit, ils ont commencé à me proposer des trucs. Et moi, je disais oui à tout. C'était pas des gens connus encore, c'est des acteurs secondaires. Mais au moins, tu vois, je me faisais ma place. Et moi, j'étais hyper flatté qu'on me propose. Et petit à petit, bon, ils voient que ça monte, ça, les abonnés cartonnent. De plus en plus, on m'a proposé des gros. Et j'ai été légitime à dire petit à petit ce que je veux ou pas. Et comment tu prépares du coup ces interviews? Parce que je crois que ces attachés de presse, c'est pas t'oblige, mais il y a une condition, c'est d'aller voir les films en amont, c'est ça? Ouais, exactement. Est-ce que tu peux nous en parler? Ouais, en fait, les attachés de presse, ils te contactent au début pour te montrer le film. Ils disent voilà, il y a tel film qui sort dans 3 mois, va le voir à une de ces dates. Donc, c'est des projections réservées aux journalistes. Tu les vois, donc en fait, les films qui sortent dans 2 mois, là, moi, je les vois actuellement. Tu vois, c'est en décalé. Et une fois que tu sors du film, on te dit alors, t'en as pensé quoi du film? Et si t'as bien aimé, ils te demandent si t'es intéressé pour faire une interview. Parfois, le film est honnêtement pas dingue, mais tu vas insister sur les points positifs du film parce que l'acteur est très connu, parce que tu sais que ça va bien marcher sur ton média. Parfois, c'est du jeu. Et parfois, je fonctionne au coup de cœur. C'est-à-dire qu'il y a des médias, si c'est pas des gens connus, ils le font pas. Moi, je fonctionne aussi au coup de cœur. Film qui est excellent. Par exemple, l'histoire de Souleymane ou 20 dieux, pour moi, c'est des films coup de cœur l'année dernière. Très peu de médias voulaient les faire en interview. Personne. Ah ouais? Du coup, moi, ça les arrangeait que je dise, mais ouais, avec plaisir, on va mettre en lumière ce film. Et après, ils ont eu le succès qu'ils méritent en plus. Ah oui. Ils ont eu les Césars, ils ont eu tout. Oh. Mais ça me fait trop plaisir de mettre en lumière des histoires ou des parcours de vie qui sont inspirants, même si c'est pas des Pierre Ninet ou François Civil, tu vois. Ce qui compte, c'est le fond, en vrai. Est-ce qu'il y a une interview qui t'a marqué
Ouais, bah, il y en a plein. En fait, il y a des gens, ça relève un peu de personnes que moi, je voulais interviewer depuis le début de ma chaîne, depuis 2017, qui me disaient non depuis le début et là, qui m'ont dit oui, je pense à Gad Elmaleh, par exemple. Elle est incroyable cette histoire. Est-ce que tu peux me raconter cette petite anecdote? Bah ouais, mais Gad, du coup, chaque année, je contacte ses agents, ses attachés de presse. On me dit non, c'est pas possible, c'est pas possible. Et un jour, du coup, j'en ai marre. Je lui envoie un message sur Insta, tu vois. Je lui dis, Gad, viens, une interview sur On Time, on s'en parle. Il me dit, let's go. Il me donne son numéro, il me dit, appelle-moi, je l'appelle. Il me dit, la semaine prochaine, je fais un show à Lille. Viens, on fait une interview dans ma loge, si tu veux, avant le show, et après, tu viens voir le show. Bah, direct, je prends mes billets, on y va, dans la loge, 15 minutes. Et après, on a gardé un super lien avec Gad. C'est un mec tellement humain. C'est le genre de mec, enfin, il a pas besoin de promo, tu vois. Il fait ça vraiment parce qu'il veut donner aussi la chance à un jeune qui a la déterre, qui a la dalle et qui est là pour les bonnes raisons, tu vois. Mais c'est aussi à travers les questions que tu vas poser. Parce que si tu poses Bah ouais. les mêmes questions au même. Parce que les junkets, tu m'as dit que les acteurs restaient de 8h jusqu'à Bah 18h ouais. et recevaient plein de médias. Et la plupart des journalistes posent les mêmes Ouais, c'est questions. toutes les mêmes questions. Donc, toi, comment tu fais pour te démarquer justement? Quelles sont tes techniques? Bah déjà, moi, j'hésite pas à aller dans l'émotion et aller dans l'humain. C'est-à-dire que je me mets à leur place et, et ça m'intéresse d'aller dans l'humain au-delà de juste la promo du film, de pourquoi t'as fait le film. C'est quoi ton personnage? Pitch-moi le film. C'était comment l'ambiance sur le tournage? Ça, c'est les questions bateau. C'est pas que c'est intéressant, c'est juste que tu vas pas dans la profondeur. Tu vois, moi, j'aime bien les faire se livrer. Et parfois, je vais vraiment enquêter sur la personne, écouter des podcasts qu'il a déjà fait, comme là, t'as fait, et enquêter. Par exemple, je m'en souviens là pour Philippe Lachaud et Jamel Debbouze que j'ai fait il y a pas longtemps. J'ai lu un livre d'un mec qui a interviewé des mères de stars, dont la mère de Philippe Lachaud. Et donc là-dedans, j'avais des pépites. J'avais des pépites de la mère de Philippe Lachaud qui raconte des dingueries. Et donc moi, je lui ressors des trucs en interview. En plus, pareil, dans tous tes films, à chaque fois, il y a un personnage qui a le nom de quelqu'un que tu connais. Ah ouais, mais t'es très bien Genre renseigné, Monsieur toi. Monet dans Babysitting, c'était Ouais, un c'était voisin, vraiment mes voisins. pendant 30 ans. Ouais, là, c'est Saint-Cloud, mes voisins historiques, ils s'appelaient les Monnaies. Donc, mon voisin dans Babysitting, il s'appelle Monsieur Monet. Ah, c'est C'est marrant. marrant, mais t'es très bien renseigné. Ouais. Je savais même pas que j'avais dit ça. Et du coup, tu les surprends. Et à partir de ça, tu peux aller dans des discussions un peu plus deep. Donc tu vois, faut se casser la tête en vrai. Faut se casser la tête. Parce que tu as la partie, parce que tu es seul, bon, jusqu'à pas si longtemps, mais tu es seul pour à la fois monter un épisode, enfin plusieurs épisodes à la fois, préparer les questions, etc. Ça doit être hyper prenant. En plus de ce stage Ouais. chez C'est à vous, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton quotidien chez C'est à vous? Comment tu gérais tout ça? Ah non, mon quotidien était complètement catastrophique, hein, honnêtement. Hein, je te le dis, c'est juste pas humain ce que j'ai fait, on me l'a dit. Bah, du coup, en général, je me levais, moi, vers 8h. Je taffais on time jusqu'à midi. Donc, soit j'avais un tournage le matin, soit une projo le matin, soit je prépare les interviews, soit je faisais du montage. Ensuite, j'allais à C'est à vous, donc vers 12h30, jusqu'à 19h. Et ensuite, de 19h jusqu'à 2-3h du matin, je faisais le montage, je préparais les interviews, enfin, de mon côté, en fait. Je faisais les tournages, donc c'est un rythme qui était honnêtement pas possible. Parfois, c'était dur parce que une interview par jour, quoi, tu vois, c'est avec du recul, c'est lunaire. Après, ça a été au sacrifice de beaucoup de choses, tu vois. J'ai vu mes amis une fois tous les 2 mois, je fais plus de sport depuis 6 mois, je me nourris comme une merde depuis 6 mois. Enfin, tu vois, c'est des trucs qui passent à la trappe, que là, je reprends, tu vois, petit à petit. Et t'avais pas peur à ce moment-là de te dire, je vais peut-être faire un burn-out, parce que tu Ouais. t'es passionné, certes, par ce que tu fais, etc. Mais tu peux. Bah, heureusement que j'étais passionné. Ouais. Heureusement que moi, ce que je fais sur On Time, j'ai l'impression que c'est pas du travail. Alors qu'en vrai, ça l'est complètement, mais heureusement que c'est que ça qui m'excite et que, limite, quand moi, j'avais pas d'interview, c'est-à-dire que du coup, je rentrais chez moi, les rares journées qui se comptent sur les doigts d'une main, hein, où j'avais pas de montage à faire, où je rentrais chez moi après le stage, j'étais tranquille, je me dis, mais en fait, je me fais chier, là. Genre, qu'est-ce que je fais? J'ai envie de faire un montage, j'ai rien à faire. Et donc, en fait, j'ai besoin de ça, tu vois. Et est-ce que t'avais pas cette pression, ou est-ce que t'étais pas. Parce que tu me parles de oui, je m'ennuie, etc. Mais des fois, tu peux avoir ce sentiment de besoin d'urgence en mode ok, je fais rien, je culpabilise parce que je ne fais rien. Ouais. Est-ce qu'il faut pas que j'aille faire quelque chose, faut que je reste Oui, productif? mais tu vois. c'est exactement ça. Est-ce que t'es pas tombé dans une hyper productivité aussi Ah si, mais encore aujourd'hui, c'est-à-dire que là, même quand je me dis du coup que je suis censé avoir un rythme plus normal,
C'est-à-dire que même le soir, au lieu de regarder un film ou de me poser ou d'aller voir des potes au bar, je préfère rentrer après chez moi plus tôt et me dire, ok, là, qu'est-ce que je fais comme format, qu'est-ce que j'imagine, il y a les Césars, qu'est-ce qu'on peut imaginer. Enfin, tu vois, toujours productivité, parce que je vis pour mon média et c'est ce qui me stimule, je pense à ça vraiment tout le temps. Et tu penses qu'il y a un moment, bon là t'es en train de déléguer, donc voilà, Ouais. mais est-ce que tu penses qu'il y a un moment où tu pourras concilier ta vie pro et ta vie perso? Ouais, non, mais en vrai, là, j'arrive à la faire maintenant que j'ai Ok, plus les ouais. deux. C'est-à-dire que je me dis, voilà, à 20h, j'arrête de travailler parce que c'est bon, j'ai bien bossé la journée. Donc voilà, je peux faire ma vie perso. Et en vrai, j'arrive à avoir des moments qualitatifs avec ma famille ou avec des amis quand je me dis que, ok, c'est ok, j'anticipe, je fais les montages ou je vais déléguer, comme tu dis, maintenant à un monteur, ce qui me permet de mieux organiser mon emploi du temps et couper. Tu Donc vois. là maintenant vous êtes combien là? Tu prends un monteur en freelance? Ouais, c'est ça, Et j'ai un monteur en freelance. J'ai mon ami depuis toujours que j'ai connu à Cannes qui m'accompagne sur toute la technique des interviews avec toutes ces caméras. Donc c'est beaucoup mieux produit que quand c'était moi, mes caméras que je mettais en automatique, sans aucune lumière, sans aucun rien. Donc là, trop cool de l'avoir avec moi. Et ça, par contre, c'est des stagiaires en journée, ce que j'ai depuis plus longtemps. Ça va faire bien 2 ans que j'en ai tout le temps. Je reçois plein de demandes de stage et elles sont hyper importantes. Hyper importantes. Pour toute la partie carrousel qui marche super bien, elles s'en occupent. Elles m'aident vachement à préparer les interviews. Parce que, comme tu dis, vrai travail d'enquête. Et elles, pour le coup, typiquement, d'aller écouter des podcasts d'une heure que l'invité a fait en 2013 pour aller chercher des petites pépites, moi, j'avais pas le temps de le faire pendant mon stage. Et donc, ça, c'est hyper important de les avoir pour aider à avoir des questions. Mais quand on parle de monteur, d'équipe, de caméra, etc., ça a un coût. Ouais. D'ailleurs, tu as fait ton master et Mhm. de par aussi ce que ton père t'a dit en mode ça y est, commence aussi à Ouais. réfléchir à un côté business. Comment c'est structuré un peu ton modèle économique de downtime au fur et à mesure du temps? Ouais, bah alors pendant des années, ça a été que la monétisation de la plateforme. Donc, c'est-à-dire l'argent de TikTok en fonction des vues, l'argent de YouTube en fonction des vues, et l'argent maintenant de Facebook, j'ai rajouté il y a 1 an, en fonction des vues. Donc ça, c'était la source de revenus, l'unique source de revenus que maintenant j'étends au brand content, donc qui représente 99% du modèle économique de tous les médias en ligne. Donc une marque qui va s'associer à un contenu éditorial. Donc c'est pas une pub de moi qui va dire ah va t'abonner à NordVPN. Non, c'est comment t'intègres NordVPN dans le contenu de façon cool. Donc là, on développe des formats où on pense concept d'interview et comment on va associer une marque à ce concept. Et c'est toi au début qui contactais c'est un peu un métier de commercial finalement. Ouais, Parce c'est un que métier commercial que moi j'aime pas faire du tout. J'ai de la chance d'avoir des agences aussi qui viennent me voir en mode ah on a ce brief client, on a pensé à toi, ça pourrait être bien. Et donc du coup, tu vois, c'est pas moi qui m'occupe parce que comme tu dis, c'est un vrai métier dans lequel moi je prends aucun plaisir vraiment. Échanger sur tout l'administratif, les trucs de marque. Moi je suis un créatif, je suis là pour faire des interviews et tout ce qui représente les trucs avec les marques, j'ai beaucoup plus de mal. Donc ouais, comme tu dis, c'est un métier, mais là, c'est pas fait non plus, hein, je roule pas du tout sur l'or non plus. C'est l'enjeu vraiment cette année. Maintenant que je suis à temps plein, je vais pouvoir me poser sur ça et essayer de développer à fond l'entreprise. là tu développes ton entreprise parfaitement pour l'instant, tu as ton média digital, mais tu étais passionné par la télé traditionnelle, tu voulais être présentateur JT, Ouais. ressembler à un Laurent Delahousse. Est-ce que c'est toujours ton objectif ou est-ce que finalement, ben non, j'ai envie de développer mon petit bébé Le présenter le JT, c'est plus du tout mon objectif du Ouais. tout. Je trouve ça pas du tout dans ce que je veux faire. Présenter de l'actualité en lisant un prompteur C'est très sur mécanique, des hein. news. C'est très mécanique. T'es pas sur le terrain quand t'es présentateur en plus. Tu lis tes fiches, t'es là sur le plateau 20 minutes. Après, la journée, tu prépares et tout. Mais moi, j'ai besoin de ce terrain. J'ai besoin de faire des rencontres, d'être dans l'humain. Et même, juste le fait d'être à la télé. Je suis pas contre collaborer avec la télé plus tard. Mais de me dire que moi, j'informe un public de 65 ans et plus, franchement, ça me met le cafard. Il y a plein de programmes que moi je trouve hyper inspirants, comme Loris Gugliano en voiture. C'était d'abord diffusé sur Canal et après sur sa chaîne. Hot Ones sur Canal, après sur sa chaîne. Lena Situation d'abord sur Disney et après sur sa chaîne. Moi, je trouve le genre de parallèle que je trouve hyper intéressant. Donner un prime à la télé qui va participer au financement du programme et ensuite diffuser sur ta chaîne pour informer toute ton audience, pour toucher tous les jeunes, tu vois. Et comment tu vois à long terme le développement de ton média? Moi, j'ai vraiment l'objectif que On Time devienne le premier média culture sur les réseaux sociaux, que ça devienne un média de référence. Là, je vois déjà l'écart par rapport à il y a 1 an, où on est passé de 100 000 abonnés à 400 000, tout cumulé. Donc, tu vois, ça grandit. Et là, je veux vraiment travailler l'image de marque, sortir des hôtels,
penser des formats ambitieux pour justement travailler cette image de marque et que les gens se disent ah ouais, trop stylé ce concept, c'est qui, c'est on time, ok, on s'abonne. Tu vois, frapper un gros coup dès cette année. Et quel conseil t'aurais à donner à un jeune qui souhaiterait se lancer, soit en tant que journaliste dans la presse traditionnelle ou soit dans le digital et qui sait pas trop ce qu'il aimerait faire mais qui serait intéressé par tout? En vrai, c'est assez dur de ce que je vais dire, mais c'est la réalité. C'est-à-dire que si tu es en école de journalisme, ne fais pas de presse écrite ou ne va pas dans un secteur qui la bouche et sans aucun avenir. C'est triste, mais c'est la réalité. Parfois, tu rêves de presse écrite, mais la réalité, c'est que les journalistes ne sont pas payés un SMIC pour un travail qui est très dur, où tu comptes pas tes heures, qui fait que s'écrouler, c'est un métier en crise. Essaye d'aller vers des médias qui ont de l'avenir, du digital. La télé continue à embaucher, mais donc si tu veux faire de la télé, fais de la télé, mais essaye de t'ouvrir. Tu vois, de pas faire des stages que dans la même branche. Essaye de côtoyer un petit peu ce qui se fait dans le digital parce que c'est ça qui recrute. Je vois des médias comme Le Média Positif, Views, Hugo Décrypte, Légende. Ils ont tous recruté 40 personnes là en un an. Tu vois, et la télé, c'est pas le cas. C'est pas le cas de la radio et de la presse écrite, évidemment. Donc, tu vois, restez ouvert. Et aussi, la plupart de tes stages, tu les as trouvés grâce à LinkedIn. Ouais. Et au culot, Ah, finalement. ça, par contre, ouais. Ne pas juste attendre que les annonces pop sur LinkedIn. Moi, je les ai envoyés au culot vraiment à plein de gens et t'as rien à perdre à faire ça. Rien à perdre. Hein. Vraiment, j'envoie au culot à tous les gens et souvent, les gens sont contents de t'aider, de donner le contact de la personne qui s'occupe de. Ça leur prend rien comme temps. Et puis après, c'est toi et toi-même lors de l'entretien. Mais voilà, y aller au culot pour avoir les stages de tes rêves. Moi, j'ai vraiment fait à chaque fois le stage dans l'entreprise que je rêvais. Tu Parce qu'il y en a qui ont cette timidité vois. d'utiliser cette stratégie parce qu'ils vont se dire ah, je vais peut-être forcer en allant voir telle personne et tout. Qu'est-ce que tu penses de ça? Non, pas forcé. Et moi-même, souvent, on me demande tout le temps des stages et je réponds, tu vois. Je donne le coup. Parfois, je dis, bah moi, je peux plus prendre de stagiaire. En revanche, je sais que je peux te filer le contact d'un tel qui va intéresser. Enfin, tu vois, c'est un métier de réseau. Tous les journalistes, là, y compris les patrons, sont passés par là. Hein. On a tous fait des stages, on a tous galéré et ils se mettent aussi à ta place, tu vois. Donc voilà, bien sûr du culot et pas hésiter, et moi c'est ce qui m'a permis d'être pris à ces stages, de lancer des petits trucs à côté, tu vois. Même si c'est pas je ne dis pas de lancer forcément ton média, mais d'avoir des petits projets annexes, l'avantage c'est que t'as pas besoin de moyens aujourd'hui pour produire du contenu sur les réseaux sociaux, et c'est ce genre de petits trucs qui fait la différence par rapport à un autre profil. Merci beaucoup pour ce conseil. Ouais. On va passer à la dernière partie. Trop bien. Dernière partie de cette émission. Non, je rigole. Non, de cette émission. Non, je plaisante. On va passer un petit twist. On va laisser de côté On Time, on va laisser de côté tout ce média-là, etc. Je redeviens stagiaire et je redeviens recruteur. Enfin, je deviens recruteur, je suis le recruteur là. J'espère que t'as cette petite pression-là d'être dans un média. C'est quoi le média qui te fait le plus rêver? Pas On Time. Je dirais que le média qui me fait le plus rêver, c'est Brut, parce que c'est le média de référence, c'est ce qui se fait mieux chez les jeunes aujourd'hui. C'est le média qui informe tous les jeunes. Voilà, super. Je suis le patron de Brut. Allez, t'es le patron de Brut. Allez, c'est parti. Monsieur Marco Thiollier, est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, alors je m'appelle Marco Thiollier, j'ai 22 ans et je suis trop content de passer cet entretien avec vous. Voilà, j'ai reçu votre message sur LinkedIn. J'y ai répondu favorablement. Merci. Et je vous accorde ce petit temps parce que moi aussi je suis passé par là. Moi aussi je suis passé par là aussi, j'ai un parcours aussi. Mais bon, ne parlons pas trop de moi. Est-ce que, parce que là je vais te citer vraiment que des qualités, enfin que des questions qu'on pose lors des entretiens. Est-ce que tu peux me citer tes 3 qualités et 3 défauts? Ça fait beaucoup, 3 qualités, 3 défauts. Allez. Bon, qualité, je dirais la curiosité. C'est quelque chose qui m'anime depuis le début. Je dirais la persévérance, ça veut dire que c'est pas parce que j'ai pas une interview que je vais pas l'avoir dans quelques années. François Hollande, j'ai tenté 15 fois avant de l'avoir finalement en interview, donc je serai persévérant. Et une dernière qualité, l'empathie, c'est-à-dire que j'essaie de toujours transmettre la bonne humeur avec les gens avec lesquels je travaille, donc je pense que c'est important. Et en défaut, je dirais peut-être l'impatience, dans le sens où quand je veux quelque chose, je le veux vraiment tout de suite. Je sais pas si c'est un gros défaut parce que du coup ça m'oblige quand j'ai une idée à vouloir la mettre tout de suite en place. Ok. Voilà. Merci beaucoup. Question que j'aime beaucoup poser parce que
en tout cas, je sais pas si c'est un état d'esprit français, mais on a un rapport à l'échec un peu particulier. Voilà. On n'ose pas dire, raconter nos échecs. Quel est ton rapport à l'échec? Euh, pour moi, l'échec a été hyper important parce que j'ai énormément appris des échecs que j'ai pu vivre avec mon média et ça m'a permis à chaque fois de me prendre vraiment une baffe dans la gueule, le genre d'erreur que je ne refais plus. Il y a un petit exemple qui te vient en tête? Je réfléchis à un exemple que je peux dire. Non, mais c'est juste des trucs où quand t'arrives dans ce milieu Ouais. de célébrité, T'as pas les codes. t'as pas les codes. T'as pas les codes et parfois tu fais des trucs et en fait tu fais pas ça. Tu ne demandes pas de signer un autographe à la fin à une star, alors qu'au début tu peux te dire ah bah vas-y elle est là, Ouais. tu fais pas ça en fait. C'est-à-dire que tu restes pro. C'est bon, c'est pas un échec, mais après moi en tout cas il y a plein d'interviews qui m'ont été refusées pendant des années et des années. Et j'ai toujours persévéré et avec un peu culot, un peu d'audace et du travail, j'ai fini par les avoir. Donc c'est des échecs qui sont pas cuisants. Au final, tu les as. Une dernière petite question, pourquoi je devrais te prendre toi et pas quelqu'un d'autre? Bah, vous pouvez prendre moi parce que je suis quelqu'un qui a la dalle. C'est-à-dire Ok. que je compte pas mes heures et quand je suis avec vous, je suis impliqué à 300%. Et j'ai d'ailleurs plein d'idées de nouveaux formats qu'on pourrait lancer avec C'est vous. vrai? Bah, Ouais. citez-moi un exemple. Ah non, mais non, moi j'attends. Donnez-moi la convention d'abord. Donnez-moi la convention. Et après, on en Imagine l'employeur qui ressent chez moi des stagiaires pour avoir des idées. Donnez-moi un exemple, Smart. je vous recruterai. T'as eu quand même un assez... Bah déjà, je vous prends. Ah, Je bah prends. merci, Voilà. trop sympa. J'allais partir sur d'autres questions. Déjà, je vous prends. T'as eu un parcours assez intense. Et parmi toutes ces expériences-là, quel est ton plus beau souvenir? Parmi toutes mes expériences que j'ai vécues, en vrai, moi je pense forcément au Festival de Cannes. J'ai déjà eu la chance de le vivre 4 fois. Là, je vais le revivre une 5e fois cette année. C'est 2 semaines qui sont complètement hors du temps. Et à chaque fois, j'ai les larmes aux yeux qui montent quand j'en parle parce que c'est des moments complètement dingues où quand t'es un média cinéma, pendant 11 jours, tu vis cinéma jour et nuit. Tu rencontres que des gens du cinéma. Moi, je rencontre ma communauté sur place, des gens qui me reconnaissent toute la journée. On discute, on parle de cinéma. Tu rencontres tous les acteurs qui te font rêver de tes propres yeux. Tu vois les Leonardo DiCaprio, les Margot Wow. Robbie, les gens que tu t'as lancé ce métier pour ça. Tu vois, tu fais ça pour ça. Donc, moi, c'est le moment à chaque fois dans l'année que j'attends. Tu ramenais tes potes aussi? Ouais. Parce que je Première année, on était le média le plus représenté du Festival de Cannes. Avec 8 personnes de Showtime. Plus que TF1, plus que Télérama, plus que tout le monde. Et On pourtant- était une armée. Et pourtant, c'est que c'était pas tous des spécialistes dans le cinéma ou dans la technique. C'était en Non, mode- ils étaient tous trop intéressés, parce que du coup, on Ouais. faisait nos études Ouais, à bien Cannes. sûr. Donc, ils étaient tous Ouais. trop intéressés de venir et ils aidaient vraiment. Ouais. Et après, l'année d'après, par contre, les gens du Festival de Cannes ils m'ont dit bon, Ils ont capté cette la- année, un peu plus mollo, on va y aller, on va réduire à 4 cette année. mais Hyper intéressant. Et qu'est-ce qui te rend le plus fier aujourd'hui? bah, de rester accroché à ma passion, c'est-à-dire que tu peux te dire au début, tu fais des interviews, mais combien de temps ça va m'animer? Et en fait, ça c'est le genre de truc qui part pas, parce qu'il y a rien, je trouve, de plus puissant que l'échange, que l'humain. Moi, j'aurais pas pu être créateur de contenu et juste faire des vidéos dans ma chambre face caméra à parler de cinéma, ça je me serais lassé. Mais le fait de rencontrer des personnes, même si parfois les vidéos elles marchent pas ou quoi, peu importe, parce que moi sur le moment j'ai vécu un super moment et j'ai appris des choses. Et après ça peut toucher les gens, tant mieux. Mais voilà, de rester animé par ce truc que j'avais depuis que j'ai 13 ans, tu vois. C'est ça qui m'a Parce que fait. tu parlais de... Enfin, tu viens de me dire que ouais, même si la vidéo marche pas, j'ai passé un super moment. C'est quoi ton rapport aux vues, à l'audience? Est-ce que tu fais abstraction de ça ou est-ce que quand même tu... Bah, je fais abstraction, oui et non, dans le sens où quand une interview marche pas et que c'est quelqu'un de connu ou que toi t'as vraiment été touché, le message mérite d'être rendu et que ça marche pas, t'es frustré, mais c'est pas grave parce que je publie pas une interview par mois, j'en publie tous les jours, donc c'est pas grave, une vidéo qui marche pas, la prochaine elle marchera. Tu vois, c'est l'avantage de produire en volume. Après, j'ai l'avantage quand même d'avoir construit quand même une communauté assez solide au final, ce qui fait que j'ai une garantie de vues. Moi, ça m'énerve quand même les gens qui te disent « Ah putain, vas-y, j'ai fait que 30 000 vues et tout, c'est cata. » Faut pas non plus oublier que c'est 30 000 personnes qui ont vu ton contenu, qui l'ont regardé, qui ont perçu cette valeur-là. Faut arrêter de croire si t'as pas eu 1 million sur ta vidéo, c'est que t'as pas réussi, tu vois. Faut aussi remettre un petit peu sur la table ce genre de vues qui ça reste des gens, tu vois. Bah, merci Marco. Merci pour
pour avoir répondu à mes questions. Merci pour avoir accepté l'invitation. C'était trop cool. Bah, merci à toi, t'étais super bien renseigné, franchement. Non, ça fait vraiment plaisir. C'est gentil. Bon, en tout cas, petite pression quand même, parce que Ouais. je me suis dit quand même, Ouais. l'intervieweur qui se fait interviewer, donc là, Ouais. voilà. Bah, merci beaucoup, Marco. Trop bien. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. On se retrouve bien évidemment dans 15 jours pour un prochain épisode. À très vite.